J'ai créé ma première entreprise en 2007 qui a fini par une super liquidation judiciaire 7 ans plus tard après une super hyper croissance. Je suis passée de 0, moi toute seule à 100 salariés en 18 mois. Aujourd'hui, je conseille des dirigeants de 2 à 200 millions d'euros. Tu viens pas chercher mon cabinet si tu veux juste faire de la croissance. Ça, pour moi, c'est un prérequis. J'ai observé à mon échelle, donc moi ce que j'ai pu observer c'est 1 à 100 millions. Ils ont tous des gens comme toi dans leur entourage et ils le disent pas. Non, c'est un peu comme leur voyante. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Je suis content qu'on puisse échanger, on se connaît depuis un petit moment via les internets. Et c'est cool de se voir en vrai. Ouais. Je vais commencer par une question hautement conventionnelle. Mais dans mon audience, ils ne savent pas forcément qui t'es, ce que tu fais. Est-ce que tu peux du coup te présenter, nous parler un peu de toi, de ton parcours pour commencer? Parce que ça va poser des choses assez sérieuses pour la suite, je pense. J'ai 52 ans, on va commencer par ça. J'ai un fils qui a 24 ans. Et c'est important pour moi, parce que ça fait partie de la globalité de ce que j'appelle l'épanouissement et la réussite. J'ai plus de 25 ans d'expérience comme exécutive, dans des grands groupes, dans des grands ministères. Donc j'ai fait 7 métiers différents, de journaliste à directrice du business développement pour des grands éditeurs américains, jusqu'à des fonctions de directrice d'innovation, directrice de la transformation digitale, directrice des systèmes d'information, j'en oublie, et plein d'autres choses. C'est déjà pas mal, hein. Mais toujours dans des contextes plutôt internationaux, dans des grosses boîtes, et dans une logique où il y a des transitions et des transformations, ce qui est mon ADN. J'ai jamais pris un seul poste où il y avait déjà un existant. J'ai 100% de création de postes dans mon parcours de salarié. Moi, en fait, ça m'intéresse de créer, de faire passer à l'échelle. Alors après, je fais autre chose. Je passe à un autre truc, ça m'intéresse pas. Et donc ça, c'est mon parcours salarié. Et en parallèle, j'ai un parcours d'entrepreneur puisque j'ai créé ma première entreprise en 2007, qui a fini par une super liquidation judiciaire 7 ans plus tard après une super hyper croissance. Où je suis passée de 0, moi toute seule à 100 salariés en 18 mois. Ouais. Dans le conseil et dans le coaching, ouais. En plus, en société, dans le service de la prestation intellectuelle. Une ouverture à des actionnaires, je me suis complètement plantée. Bon, bref, une liquidation. Une deuxième boîte, en 2012, et qui est devenue, en 2021, Leaders for a Good Planet, dont je suis fondatrice, parce que j'ai souhaité la passer en société à mission. Ok. Tu peux nous expliquer un peu ça? L'entreprise à mission, alors c'est suite à la loi Pacte, donc 2019 arrive dans le droit français une nouvelle vision, puisque finalement jusqu'à présent l'objet social d'une entreprise c'est d'être rentable, c'est de générer du profit, jusque-là tout est ok. Et la loi Pacte dit et en plus on peut y rajouter, si on le souhaite, une vision sociétale, en plus de la rentabilité. Okay. Donc moi c'est ce que je porte depuis 2007, donc je me dis génial. Il est clair que je serai le premier cabinet de coaching en France à être une société à mission, ce qui est le cas. Et du coup, ma vision, et la vision stratégique pour l'entreprise, au-delà de générer du profit, qui pour moi, tu crées une ONG, c'est d'apporter de l'économie, travailler sur l'économie du vivant avec un V majuscule au niveau des humains et des organisations, c'est-à-dire comment on fait pour être performant, pour être rentable et pour apporter quelque chose au niveau sociétal plus large. C'est hyper intéressant et ça regroupe des choses que j'entends de plus en plus ces derniers temps sur Internet, ou peut-être que moi j'y étais pas exposé avant, c'est possible aussi, l'argent au service d'une cause, au service d'une entreprise, au service d'un groupe, et pas l'argent comme fin en soi de l'entreprise et du groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'argent, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu proposes quelque chose qui a une grosse valeur ajoutée, c'est for good ou pas for good d'ailleurs. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi le for good, qui est tout à fait subjectif, puisque finalement, c'est aussi une affinité personnelle. Je me raccroche derrière, comme toutes les entreprises à impact, sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, j'en ai choisi quelques-uns là-dedans, qui, moi, me parlent. Et en fait, quand tu produis quelque chose qui a de la valeur ajoutée, non seulement c'est normal de gagner de l'argent, mais du coup, pour moi, le business model, d'une certaine façon, c'est une conséquence de ça. Pourquoi est-ce que c'est aussi tabou selon toi
de vouloir gagner de l'argent et de vouloir faire le bien, comme si ça devait pas aller ensemble, comme si les gentils devaient être pauvres. C'est ça, et voire même, tu vois, par exemple, moi j'ai des boîtes qui m'appellent en me disant on a vu que vous étiez une société à impact, nous on est un pétrolier, parce que... Non mais je te donne C'est cet génial. exemple, parce que je l'ai vu récemment, nous on est un pétrolier, est-ce que vous voulez bien quand même bosser avec nous? La réponse est évidemment oui. C'est-à-dire que je suis pas là pour dire ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais c'est mal. Je suis là pour dire, ok, t'as envie d'aller vers plus d'impact, tu pars d'un endroit, tu vas à un autre endroit, il y en a qui sont déjà très avancés, d'autres qui y sont pas du tout. Mais moi, j'ai pas cette vision clanique, en fait, il y a des trucs bien, il y a des trucs mal. Je dis toujours, on fait du et. Donc, t'es un pétrolier, tu veux aller vers l'impact, super, allons-y. Tu cherches à faire mieux, t'es dans une logique de grosse mindset, c'est super. Les pires que j'ai vus dans l'impact, c'est des gens et des entreprises qui, derrière, sont contre les autres, tu vois. Qui du coup sont contre le profit aussi en général, ça va ensemble. Mais pour moi, c'est pas ça, là. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que t'es pas dans une logique de grosse mindset et de croissance quand tu réfléchis comme ça. T'es dans une logique clanique. Donc aujourd'hui, le sujet n'est pas est-ce qu'on doit être rentable ou est-ce qu'on doit être au service d'eux. On peut tout faire. De la même manière que c'est pas quand t'es dirigeant, est-ce que je peux réussir ma carrière et est-ce que je peux réussir ma vie professionnelle? Je comprends même pas ces sujets en fait. Tu vois, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Mes parents étaient expats, donc je suis arrivée en France vers l'adolescence. C'est très franco-français ça. C'est un truc, on te met dans une petite case, ça marche pas du tout comme ça en Afrique. T'as pas de séparation entre le corps, le cœur, l'esprit et l'âme et l'énergie. T'as pas de séparation entre gagner de l'argent et faire du bien pour les autres. Ça m'a surpris, je l'ai expérimenté quand j'ai commencé à me pointer à tous les masterminds, tous les événements, tous les déplacements que j'avais, etc. Toujours avec ma femme, qui à l'époque en plus travaillait pas avec moi au début, maintenant elle travaille avec moi. Et tout le monde me disait c'est vachement bien. Bah non, c'est obligatoire en fait, c'est une non-question. C'est la seule raison qui fera qu'un jour elle est pas là, c'est parce qu'elle a pas eu envie de venir. Mais je serai jamais ce cliché de l'entrepreneur qui parcourt le monde pendant que sa femme elle reste à la maison. Parce qu'en fait, tout est une globalité pour moi, tu vois, même si c'est moi qui ai créé l'entreprise au début, etc., on s'en fout. Mais tout peut avancer en même temps. Et après, oui, il y a des déséquilibres par moment, c'est normal, ça fait partie. Mais tout devrait avancer en même temps. Mais je suis complètement d'accord. Et à tel point que donc dans ma première boîte qui s'appelait Keep Open, j'avais négocié puisque mon fils était petit, il avait 7 ans puisqu'il est né en 2000, donc 2007, 7 ans. Je faisais le tour du monde. D'accord, je coachais des gros conseils d'administration, je conseillais des présidents de groupe, etc. Partout à l'international. J'étais divorcée et donc c'était hors de question pour moi que Flo il reste à la maison avec mes parents ou même avec son père. Enfin, donc dans toutes les missions dans lesquelles moi j'étais, je négociais de partir avec mon fils, la jeune fille au père, le prof. Et en fait, j'avais trouvé une école en France qui faisait le lien, qui acceptait qu'on soit pas là 15 jours par mois, c'était à peu près ça. Ouais. Et donc, on faisait l'école par Internet en 2007. Hein. Donc, je me suis fait jeter de plein d'écoles qui me disaient « Non, mais votre projet, c'est pas possible. » Je dis « Mais c'est un vrai projet pédagogique, en fait. Moi, je veux pas que mon fils, il ait pas de copains de son âge. Donc, j'ai pas envie de le déscolariser ou faire l'école à la maison. J'ai envie qu'il puisse parcourir le monde avec moi. Donc, à chaque fois qu'on était dans un pays, donc j'accompagnais en général des DG, des dirigeants de boîte, je leur demandais si Flo pouvait aller à l'école avec leurs enfants. Donc il a fait plein d'écoles dans le monde, des écoles où il comprenait que Pouic parce que c'était en anglais, il parlait pas un mot d'anglais, des écoles en Afrique, enfin bon, ça a été génial. On a fait ça pendant 7 ans, on a voyagé tous les deux pendant 7 ans et c'était juste extraordinaire. Ça devrait pas être une question. Alors, que des gens ne veuillent pas faire ça par choix, ça me pose pas de problème, tu vois. Mais en fait, tu devrais toujours pouvoir le faire si tu as envie de le faire. Ça. Et moi, je suis une plaie vraiment pour les events, les masters. Parce qu'en fait, je leur explique, je viens en tribu. C'est-à-dire que soit tu te débrouilles pour que je puisse venir en tribu, quitte à ce que ce soit à mes frais, c'est pas le problème. Ah oui, moi c'était à mes frais, c'est pas un problème. Mais par contre, sinon je viens pas. C'est ça, moi c'est pareil. C'est-à-dire que ça a toujours conditionné, pendant toute cette période, ça a conditionné. Si c'était moi qui faisais la mission, si tu voulais que ça soit moi qui fasse la mission, alors c'était pas moi, c'était moi et ma tribu. Je fonctionne exactement de la même façon quand je dois faire un talk, quand je dois aller à un mastermind, un truc comme ça. C'est on vient tous ou on vient pas. C'est ça. Et autrement, c'était quelqu'un d'autre, ça pouvait être quelqu'un de mes équipes, mais c'était pas moi, quoi. Bien sûr. Ça consiste en quoi, un peu concrètement,
ton job aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je conseille des dirigeants de 2 à 200 millions d'euros. Ok. Parfois un peu plus, mais on va dire que le gros, c'est là-dedans. De la vision stratégique à l'exécution. C'est-à-dire, concrètement, d'une vision stratégique qui fait sens pour eux. Parce que si tu viens pas juste me chercher moi ou mon cabinet. Donc Leaders for a Good Planet, c'est un écosystème d'une vingtaine de consultants et coachs. Tu viens pas chercher mon cabinet si tu veux juste faire de la croissance. Ça, pour moi, c'est un prérequis. D'accord ? Ça, c'est évident qu'on va faire ça aussi. Mais tu viens me chercher parce que tu veux une vision stratégique qui soit justement innovante et qui ait cette dimension de quelle valeur ajoutée j'apporte, qui suis moi en tant que personne, pourquoi 200 millions, parce qu'on est plutôt sur de la PME ou petite ETI. Et en fait, la personne qui est aux commandes de cette boîte, elle doit avoir, de mon point de vue, une influence, et elle en a une, qu'elle le veuille ou non, super forte sur les salariés. Jusqu'à ce que j'estime à peu près 500 personnes, c'est plus ou moins vrai, d'accord ? Des fois c'est 300, des fois c'est 500, des fois c'est un peu plus. Mais grosso modo, jusqu'à ce seuil-là, la figure d'autorité, c'est le dirigeant, 99% d'hommes, bon, dommage, mais c'est une réalité. Et du coup, c'est assez familial, ce genre d'entreprise. Donc, si toi, tu décides en tant que dirigeant de ce taille de boîte d'avoir une vision qui est au-delà de la rentabilité, d'en faire un projet sociétal ou autre chose, qui correspond à tes valeurs. Moi, je suis pas là pour te dire tu dois absolument faire un projet sociétal. Si c'est pas ta tasse de thé, c'est pas ta tasse de thé. Mais ne serait-ce que tu veux avoir un impact ou une influence sur le marché. Très bien. Quel genre d'influence, quel genre de leadership, quel genre d'impact tu veux avoir. Et du coup, à partir de ça, on travaille sur la vision strat et on le redescend jusqu'à l'exécution. C'est-à-dire l'organisation de ta boîte, la structure, les systèmes d'information, l'automatisation, les processus, la gouvernance et les gens. Parce qu'à la fin, c'est des gens qui font. donc ça donne toute une chaîne de valeur assez forte, avec un prisme d'executive coach, c'est-à-dire que je vais pas te dire ce que tu dois faire, jamais, même quand je fais du conseil. Ou alors je vais demander, ok, est-ce que tu veux ma vision ? Est-ce que tu veux qu'on benchmark des choses ? Mais en fait, ta singularité, c'est ta singularité. Donc comment, à travers qui tu es, on arrive à sortir un business model, une vision, une exécution qui te correspondent et qui embarque l'existence de l'entreprise ou qui embarque des changements, parce que parfois ça va induire des transformations et une conduite de changement importante qu'il va falloir accompagner. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples un peu fictifs, parce que bon, y a plein de choses qu'on peut pas dire, c'est logique, pour que ceux qui nous regardent puissent se représenter un peu le travail que tu vas faire, à quoi il va mener, comment il va s'implémenter, etc. Ouais, je vais te donner des exemples donc de clients avec lesquels j'ai travaillé ou avec lesquels je travaille dans des secteurs différents. Moi, j'aime bien aussi, donc je viens de la tech, hein, j'ai un gros background tech, mais j'aime bien aussi les métiers qui sont ancrés dans la vraie vie. Donc j'adore bosser dans l'industrie, dans le BTP, dans l'hôtellerie, enfin tu vois, des trucs où si tu te plantes, ben tu vois tout de suite que ça tient pas. Ton immeuble, il sort pas de terre, ton hôtel, il est vide, ton restaurant, il produit rien. Bon, donc j'aime beaucoup ce genre de métier parce que quand tu bosses, et j'ai beaucoup travaillé sur des trucs plus impalpable, on va dire, mais t'as pas le retour sur investissement ou le retour immédiat sur ton type de management. Alors que sur ces métiers-là, tu vois, dans le BTP, il y a un taux d'accident qui est énorme. Bon, et ben ton taux d'accident, tu peux le réduire ou tu peux pas le réduire. Donc, typiquement, je vais prendre des exemples vraiment différents. Site industriel, métallurgie, bon. Directeur de site industriel qui prend ses fonctions, qui dit, putain, c'est un bordel infini, viens m'aider, j'arrive pas il n'y a pas de stratégie. À quoi ça peut servir un site industriel ? Donc, a priori, c'est pas ultra glamour, un site industriel. Donc, on travaille sur comment c'est ancré dans le territoire, qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée, qu'est-ce que ça va produire, le fait de délivrer plus sur ce site industriel, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans la vraie vie, dans la capacité de production, dans la capacité d'embauche dans la région, tu vois. Et on va travailler ensuite le fait d'avoir des équipes de management qui tiennent la route, et de pouvoir travailler l'organisation, souvent l'automatisation, la digitalisation, qui est quand même super encore loin. Les usines sont ultra beaucoup digitalisées, mais pas les processus. Et puis du coup, après, ça veut dire qu'il va falloir avoir des plans de compétences, il va falloir former des managers, autrement que juste je te fouette pour que tu réalises des choses sur la chaîne de production. Donc tu vois, c'est des choses très intéressantes. Je te donne un autre exemple de boîte que j'accompagne autour du BTP. C'est une boîte qui avait une vision très tradie du BTP.
Puis avec un patron assez visionnaire qui me dit mais moi je sens bien qu'il y a quelque chose autour de ce qui se passe dans la façon de faire revenir les gens au bureau à travers les sites. J'ai visité des open space, il me donne des exemples de grands comptes, puisqu'il est essentiellement sur des grands clients, d'open space et de bureaux qu'il refait. Il me dit, tu vois, c'est hyper froid, les gens se parlent pas. Je dis, bah oui, parce que probablement derrière, il n'y a pas une logique de créer des espaces pour des usages. Oui. Donc, tu vois, je suis en train de l'accompagner, en fait, à chaque fois sur les usages, de comment il va proposer, pas juste, je te refais ton siège social, parce que ça, il est en concurrence avec plein d'autres. Mais comment, à travers ton siège social, on va augmenter ta rentabilité et le fait que tes équipes, elles bossent plus ensemble. La communication de tes équipes, avec moins de burn-out, parce que moins d'isolement, parce que les gens sont contents de venir au bureau, etc. Et donc, tu crées presque son nouveau positionnement. Ah oui. À un impact positif, parce que le bien du salarié, c'est quand même un gros sujet actuellement. Ouais. En plus, il coûte beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et tu l'aides à structurer ça avec une vision, une pensée, ensuite une implémentation dans le concret. Exactement. Ouais, et tu vois, alors que c'était au départ une boîte de bâtiment, belle boîte, hein, bien installée, 180 personnes, voilà. Mais ils sentaient, mais ils savaient pas le traduire en business model, quoi. Donc moi, j'adore partir sur des métiers qui sont a priori pas disruptables et qui pour moi le sont toujours. En fonction de la fibre du dirigeant. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide de disrupter. C'est que lui, il se dit, à travers ma boîte, je vois bien que je suis en train d'apporter d'autres choses. Tu vois. C'est rigolo parce que de voir qu'à toutes les échelles d'entrepreneurs et d'entreprises, on retrouve la même chose. Nous, aujourd'hui, avec le publishing, avec des débutants, on va revoir leur positionnement, leur apprendre à communiquer, leur apprendre à délivrer un service. Et toi, tu fais la même chose avec des boîtes qui font 100 millions, et c'est le même truc, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, par contre, moi, je suis nulle sur ce que tu fais, hein, comme tu le sais. D'ailleurs, quand moi, j'étais dans cette position, je t'ai demandé de m'accompagner parce que je sais pas faire à cette taille d'échelle. Ouais. Je disais toujours, en fait, moi, je sais faire à des grandes tailles d'échelle, mais à l'échelle de solo, c'est pas mon métier, en fait. C'est les mêmes compétences, mais c'est pas la même façon de réfléchir, en fait. C'est pas du tout la même façon de réfléchir. Et puis t'as pas des gens pour exécuter, et puis t'as pas les mêmes moyens financiers. C'est-à-dire que moi, je suis habituée à automatiser, il faut avoir quand même des moyens derrière, des équipes qui font. Bien sûr, tu vois. C'est rigolo, et je me suis retrouvé par le passé à bosser avec des plus grosses entreprises, des plus grands groupes, et à faire ce que je sais faire, donc, hein. Mais moi, tu vois, par exemple, à ta place, j'y arrivais pas. Parce que j'étais incapable, peut-être de par ma personnalité, j'en sais rien, de dealer avec les politiques internes des entreprises. Et j'avais la personne qui décidait, la personne qui payait, la personne qui appliquait et la personne qui était venue me chercher, qui étaient 4 personnes différentes. Et moi, je sais pas travailler comme ça. Je sais pas comment tu fais ça. Moi, j'adore faire ça. Alors, j'adore faire ça parce que déjà, je suis quelqu'un d'hyper patiente. C'est-à-dire que j'aime travailler dans la durée, dans la vision. Donc, si tu veux, moi, un truc à 3 ans ou à 5 ans, ça me fait pas peur. Enfin, tous les gros projets que j'ai sortis dans ma carrière, c'était des projets à 3 à 5 ans. Je disais, dans 5 ans, on sera là. Tu me disais, ouais, dans 5 ans, on sera là. Bon, peut-être que c'est dans 3, dans 4, dans 6, j'en sais rien. Tu vois, tu donnes une temporalité. Et en fait, moi, j'adore hacker l'humain. C'est-à-dire emmener dans la disruption et dans l'innovation, tout en trouvant exactement la limite qui fait que il va pas y avoir un rejet du système. Tu vois ? Ouais. Parce que pendant longtemps, je me suis fait auto-éjecter des systèmes. Puis à un moment, je fais non. En fait, si on veut changer le système, c'est de dedans. Mais pour pouvoir le changer de dedans, il faut le pousser un peu. Et en même temps, il faut quand même rester dans l'homéostasie, autrement tu te fais éjecter parce que tu vas trop loin. Et donc c'est cet équilibre-là. Ça demande, je pense, de bien connaître l'humain. Essentiellement, bien plus que les business models. C'est l'acceptabilité, en fait, de ton business model ou de ton changement dans un environnement. Je pense que c'est la vraie différence dans notre façon de travailler à tous les deux, tu vois. C'est que t'es avant tout coach conseil avec une vision stratégique parce que t'as une grande expérience là-dedans. Je suis avant tout un marketeur qui sait un petit peu utiliser le coaching. Et en fait, du coup, j'ai pas du tout la même patience de vas-y, la solution, c'est ça, fais-le, arrête de m'embêter. Et ça, dans des groupes, dans du corporate, c'est impossible. Ouais. Et moi, de toute façon, ils me voient arriver, et c'est quoi, je suis là, quoi. Ça y est, ils nous ont ramené un artiste, quoi. C'est pas une question seulement de look. Parce que je me rappelle, tu vois, il y a quelques années, dans la banque, j'avais fait intervenir un mec qui était arrivé en dread. Génial. Et en toga. Et c'était avec des patrons de directoire d'une banque française. Donc, c'est passé crème, en fait. J'avais préparé le truc.
C'est pas une question d'apparence, c'est une question de communication, non, l'apparence vient juste rajouter. Et de respecter, je crois. Tu vois, moi j'aime autant bosser avec des entrepreneurs que avec des patrons salariés. J'aime autant les petites structures que les grosses. Et donc j'ai ce respect aussi du temps, de la hiérarchie, de tout ça, qui fait que du coup je m'énerve pas parce que pour moi c'est ok, ça fait partie des... C'est comme une checklist de ok, point positif, point négatif, point limitant, très bien, c'est un contexte et comment tu joues avec. Il y a une vraie histoire d'expérience et de sagesse dans ce que tu dis, tu vois. Parce que moi, quand j'ai eu cette mauvaise expérience dans ce monde corporate, j'étais plus jeune, j'étais plus con, j'étais plus impulsif, j'étais plus hautain et j'avais l'impression à 25 ans que c'est moi qui allais leur expliquer la vie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de retourner vers ça, mais je pense que si j'y allais, ne serait-ce que par hasard, parce que je suis appelé un jour à faire un truc, j'aurais pas le même respect, le même recul, de dire bon, ok, peut-être que je pense qu'ils font n'importe quoi, mais en attendant, ça fait 30 ans qu'ils le font, donc je vais juste me faire petit et me taire, et je vais les écouter, et je vais voir comment je peux les aider à voir autrement. C'est exactement et ça, j'en aurais pas été capable à l'époque, je pense. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire se dire, ok, moi aussi, il y a des moments où ça m'énerve profondément, même si je le dis pas et même si ça se voit pas. Et en même temps, à chaque fois que je me dis ça, je me dis exactement ce que tu dis, c'est ouais, mais attends, ce mec-là, ou cette boîte-là, elle est là depuis 50 ans, 100 ans, 200 ans. Donc, à un moment donné, tu peux ne pas être d'accord, n'empêche que c'est là. C'est peut-être pas ton modèle, ça vient peut-être te heurter dans ta vision des choses, mais c'est comment j'apporte ma vision. C'est pour ça que je dis que je suis dans une posture de coach au départ, c'est-à-dire que je vais jamais venir te dire comment tu dois faire, mais je vais aller comprendre qu'est-ce que tu as réussi à déjà mettre en œuvre, appuyer à fond sur ça, parce que finalement, si tu es là depuis 30 ans, c'est que quand même, probablement, il y a des trucs que tu arrives à faire que les autres n'arrivent pas à reproduire. Ouais. Donc, c'est ta valeur ajoutée. Donc, en fait, ma valeur à moi, c'est d'aller modéliser ça, de sorte que tu puisses le reproduire et d'aller minimiser ce qui ne fonctionne pas en y ajoutant ma patte, c'est-à-dire le côté, mon regard novateur, disruptif, et aussi d'aller chercher la sensibilité de l'humain et des humains du corps dirigeant. J'adore parler de corps dirigeant, parce que pour moi, il y a un dirigeant, il y a un corps dirigeant. Et si tu as juste des individus, ça ne crée pas un corps. Et c'est ce corps-là, c'est cette identité-là qu'il faut traduire en business model. Et une fois que tu l'as traduit en business model, en mode d'exécution. Tu vois, au début, quand j'ai démarré ma carrière, j'étais à fond, les entreprises libérées, machin. Puis j'ai commencé à bosser, avec Keep Open, à bosser en Afrique. Là, j'ai fait, ah non. Ça se passe pas super libéré là-bas. Ça va pas marcher, en fait. Les mecs, ils ont besoin d'exécution, ils ont besoin d'un chef qui donne des coups de fouet. Et donc, l'entreprise libérée, t'oublies. C'est très bien en théorie, mais dans ce modèle culturel-là, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est une histoire aussi d'évolution de société. Tu sais, comme on peut comprendre les besoins avec la pyramide de Maslow, tu as aussi des sociétés qui évoluent. On pourrait regarder ça avec la spirale dynamique, par exemple, des choses comme ça. À ça. Et en fait, tu peux pas faire de la spiritualité tout en haut de la spirale avec des gens qui culturellement sont pas tout en haut, en fait, parce que en tant que société, ils arrivent seulement à combler les besoins physio, et donc en fait c'est des rouges oranges et tu peux pas leur filer des trucs de hippie, quoi. Enfin, ça marche pas. Non, ça marche pas. J'ai essayé tout au début. J'ai essayé de faire de l'entreprise libérée. J'ai fait bon, non, ça marche pas en fait. Mais c'était un bel apprentissage parce que je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas de bon modèle, qu'il y avait un modèle qui fonctionnait pour une personne et pour un corps d'entreprise. Et qu'il y en a autant que d'individus et que de boîtes. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la notion de traduire des business models, j'ai fait péter toute la logique de bonne pratique. Je connais toute la théorie, puisqu'en plus, j'ai été directrice du dev pendant presque 10 ans, directrice commerciale chez un gros éditeur américain. Donc, je suis biberonnée à ça. Et j'ai fait péter tout ça, et je fais péter tout ça pour mes clients. C'est pour ça d'ailleurs que parfois je me sens pas du tout légitime à dire que je fais du business développement. Parce que quand tu vois les business advisors, ils connaissent tout sur le marketing, sur les KPI et tout. Et moi, je regarde les gens et je leur dis, tiens, ça serait intéressant, là, ça te ferait pas kiffer de réfléchir à faire ça, à apporter cette valeur-là. Et puis après, on regarde comment le faire en l'implémentant dans des chiffres et dans des KPI et dans des outils. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Et je pense qu'avec l'expérience vient surtout la compréhension que tout est vrai, rien n'est vrai, il y a des contextes.
et tu as des bizdev au sens très large qui viennent implémenter des data marketing et des KPI. Ça, je suis nulle, hein, moi, clairement. Tu as des gens comme toi qui font de l'humain et qui leads l'humain et qui lui permettent de prendre une direction audacieuse qu'il n'aurait peut-être pas pris. T'en as d'autres, c'est des chamans, ils te foutent dans une tente au Mexique, tu ressors de là et tu fais plus 1 milliard pour ta boîte, tu sais pas pourquoi, il s'est passé un truc dans ta tête. Et je pense qu'il y a autant de bizdev, de consultants, de coachs qu'il y a d'humains et qu'il y a de possibilités. Et puis tu peux avoir besoin d'un truc à un moment de ta vie et un autre à un autre moment. Et il y a déjà des gens qui m'ont fait des trucs mystiques au perché de BIP, j'ai fait de la croissance grâce à ça. Il y en a d'autres qui sont juste posés dans mes data, dans les analytics de ma boîte, et je fais de la croissance grâce à ça. Des fois, je vais aller chez le psy, je vais aller mieux dans mon quotidien, et donc je vais la faire. Et tout ça, foncièrement, c'est bizdev. Et le dirigeant, c'est pas que ses KPI marketing, et non. Tu le dis particulièrement bien, quoi. Ouais. Et en fait, alors c'est rigolo parce que, comme toi, en fait, j'ai exploré tout. De la data hyper chiffrée à le spirituel dans une tente. En plus, étant née en Afrique, j'ai quand même cette dimension spirituelle, elle est ultra forte chez moi depuis toute petite. Hein. Et donc, parfois, je m'éclate avec certains de mes clients. Il y en a sur lesquels je suis juste sur un petit bout de la chaîne de valeur et c'est parfaitement ok. Et puis d'autres où on va parler spiritualité et en même temps, dans le temps d'après, on va parler business dev et croissance et EBITDA. Tu vois. Et c'est très rigolo parce que la semaine dernière, j'ai un des dirigeants que j'accompagne qui me dit « En fait, toi, tu serais parfaite pour accompagner tous les grands chefs d'entreprise chrétiens. » Parce que tu es capable de leur citer la Bible et la minute d'après, tu nous parles de Bida. Ça m'a fait... Enfin, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais que c'était un bon compliment. Ouais, déjà oui. Et je trouve ça très juste. Et je pense que dans les années à venir... Tu vois, là où tu étais peut-être une anomalie de marché. Oui, c'est ça, je suis une anomalie de marché. Il y avait que toi, il n'y avait pas grand monde qui faisait à peu près ce que tu faisais. Non. Je pense qu'on va voir ça de plus en plus arriver. De gens qui ont vraiment une vision 360 et qui sont complets, qui sont holistiques. Où le chef d'entreprise, il n'a pas besoin de parler que d'EBITDA, que de spiritualité, que de management, que de vision. Il a besoin de quelqu'un qui sache lui parler de tout, en fait. C'est ça, et j'ai toujours beaucoup de mal à me marketer, du coup, parce que tu fais quoi? Comment te dire? Viens, je te montre, parce qu'on va gagner du temps. Essaye, en fait, mais ça part quand même de bien Leaders for a Good Planet. Ouais. Il y a bien leader au départ et planète, au sens Good Planet, au sens cette appétence à beaucoup plus grand que toi, que tu le traduises par une vision sociétale ou une vision spirituelle. Mais il y a bien quelque chose qui nous dépasse quand même là-dedans. C'est-à-dire que si tu viens faire juste du bizdev, je suis pas la meilleure personne pour tes KPI financiers, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois. Même si, soyons clairs, avec mes années d'expérience, je sais faire. Je sais monter des boîtes, je sais dire des bilans, je sais prendre des décisions financières, mais je suis pas la meilleure pour ça. J'ai l'impression que c'est un secret de polichinelle et qu'en fait, tous les grands dirigeants, moi de ce que j'ai observé à mon échelle, donc moi ce que j'ai pu observer c'est 100 millions, hein, ils ont tous des gens comme toi dans leur entourage, ils travaillent tous avec des gens comme toi et ils le disent pas. Non. C'est un peu comme leur voyante. Moi, je leur dis souvent, je suis un peu comme ta voyante. Donc, on est quasiment tout le temps, enfin, 99,9% des cas, je suis sous NDA. On va pas non plus bosser sur WhatsApp, hein, soyons clairs. Donc, moi, j'ai mis en place des applis, une appli, Leaders for a Good Planet, que j'ai développée avec des systèmes de sécurité qui tiennent sur du secret défense. Ça veut pas dire que je vais sur du secret défense, ça veut dire que potentiellement, quand tu parles de fusion-acquisition, quand tu parles de stratégie de boîte, quand tu parles de nouveaux marchés, de nouveaux modèles, t'as des vrais enjeux, de différents sujets sur ton industrie, c'est des données qui sont ultra confidentielles. Ouais, ne serait-ce que des enjeux d'initiés, des trucs comme ça. C'est ça, ni sur WhatsApp, ça va pas marcher en fait. Donc c'est aussi tout un écosystème derrière de même pas avoir à le dire, quoi, mais de pouvoir poser des espaces de sécurité. C'est une vraie difficulté pour les dirigeants. Et moi je le vois, tu vois, à l'échelle de ce type de boîte, je suis dans les petits et j'ai pas je suis pas connu non plus, tu vois, je suis un peu reconnu dans mon tout petit microcosme. Et pour autant, j'ai souvent du mal à trouver les bons interlocuteurs de confiance avec qui parler sans que ça rejaillisse autour de moi, etc. Et alors quand tu prends un psy, c'est facile. Hein. Il y a le secret professionnel. Les NDA, c'est une solution aussi. Mais je pense que ça, c'est un vrai manque aussi du marché. Si tu veux te faire accompagner dans un milieu,
comment tu fais pour que ça reste cloisonné, quoi? Ouais, je suis complètement d'accord. Et surtout qu'en fait, il y a une forme de tradition, de preuve sociale. D'ailleurs, on te le dit quand tu fais du marketing. On me dit, mais Sandrine, il faut que tu cites les noms de tes clients, que tu les fasses témoigner. Mais ils veulent pas. C'est même pas ça. Alors, j'en ai qui témoignent, mais qui sont pas les dirigeants dont je parle. C'est des managers, c'est des niveaux intermédiaires sur lesquels il y a moins de confidentialité. C'est même pas ça. Il y en a qui seraient OK. C'est moi qui veux pas. Je t'explique pourquoi. Parce que je considère que si quelqu'un vient me chercher parce que j'ai fait ça chez machin, et que donc il vient me chercher pour que je fasse la même chose que chez machin, c'est pas mon client. Ouais, ok. Parce que mon client, lui, il cherche à être singulier. Il va avoir besoin d'être rassuré sur le fait que je suis pas un charlatan, ça c'est normal, que ma boîte elle a une existence sociale, fiscale, tout ce que tu veux, complètement normal. Mais il va pas chercher à copier son voisin. Ouais, c'est... Alors on va donner des noms 100% fictifs, hein, que ce soit bien clair, mais en gros, si Bouygues vient te chercher, c'est parce que ils veulent que Sandrine les aide à faire du Bouygues et pas à faire du Orange, quoi. C'est exactement ça. Et s'ils veulent, et c'est pour ça qu'en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi de citer les noms. Oui. C'est même, en fait, ça me permet de filtrer. C'est-à-dire que si c'est insistant sur je veux des noms, non, moi je vais t'expliquer des contextes qui sont proches des tiens, ce qu'on a fait, mais on va pas faire ce qu'on a fait avec. Je vais jamais te partager une stratégie que j'ai fait avec mes clients. J'ai des stratégies qui sont sur mesure pour chacun de mes clients, parce que ça correspond à la personne qui dirige et ça correspond à la culture de l'entreprise. Et donc ça, c'est pas réplicable. Comment est-ce qu'ils te trouvent du coup tes clients en ce moment? Alors par réseau. Physique, là j'entends. J'ai fait pas mal de boîtes, j'ai un gros réseau, donc voilà. Les gens ils se passent ton nom en off, comme la voyante. Ouais. Hop, tiens, appelle-la, elle devrait pouvoir t'aider. J'essaie de sortir de ça parce que ça fait pas un business model, d'accord. Donc on répond à des appels d'offres de façon très traditionnelle. Et du coup, les réseaux sociaux où je tente, je dis pas que j'y arrive encore très bien. Via des positionnements marketing, d'expliquer ça. Ce qui est vachement complexe, en fait, d'expliquer cette diversité. Parce qu'à chaque fois, on me ramène à des KPI financiers qui sont aussi une réalité, mais pas que. Puis c'est difficile, quand tu as une vision aussi plurielle de ton métier, de la faire tenir en 300 caractères ou 1 minute pour coller un Reels, quoi. Ouais. C'est pour ça que je fais pas mal de vidéos, parce que je trouve que c'est à travers ce que j'échange qu'on voit mon énergie, ma façon de raisonner. Que ça se traduit même pas dans un post où finalement t'as des trucs aujourd'hui avec ChatGPT, franchement tu fais tout le monde fait à peu près les mêmes posts, tout le monde fait des bons posts. Bon, bientôt il va falloir que je me renouvelle parce que ça va arriver. Je sais pas si t'as vu ce qu'ils ont sorti là, l'IA qu'ils ont sorti justement. Qui fait des vidéos. Ouais. C'est une dinguerie. Soro, c'est un truc de fou en fait. Tu vois la qualité de la vidéo. Bon, mais j'ai encore un an je pense. Avant que ça arrive mon grand public. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, avec les IA qui génèrent ta tête, ta voix, ton intonation, et moi je vois tous les créateurs qui s'agitent et qui disent ça y est, on va pouvoir produire 20 fois plus, c'est la fin des vrais influenceurs. Je crois pas. Je pense que ça dépend de ton audience. Et moi, tu vois, typiquement, qui est une audience, alors j'ai des plus jeunes, mais quand même plutôt du 40-50 ans, avant qu'ils fassent confiance à une IA pour les coacher, j'ai un peu le temps en fait. Ouais. Parce qu'il faut que les gens qui ont 15 ans maintenant se retrouvent à 40, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai encore un peu de travail. Alors moi, j'ai intégré l'IA dans mes coachings. Ouais. Et en fait, je donne des tips à mes clients pour qu'ils s'auto-coachent entre nos séances. C'est cool. J'ai déjà utilisé ChatGPT. Franchement, c'est bluffant. Il faut juste avoir les bons prompts, c'est la bonne façon, un peu de métier pour pouvoir bien lui donner des bonnes indications. Donc, je leur dis, voilà comment tu le formules. Quand je suis pas disponible, en attendant. Mais d'ailleurs, ça a été mesuré, hein. Les personnes de plus de 40 ans utilisent mieux ChatGPT que les personnes qui ont 15 ans ou 20 ans, tout simplement parce qu'ils savent mieux communiquer. Ben c'est ça. Ils savent mieux expliquer ce qu'ils veulent dans un contexte. Il faut être hyper précis, c'est-à-dire que moi je crois pas du tout que l'IA va désintermédier, parce qu'il faut avoir un gros niveau d'expertise pour obtenir un truc utilisable. Un truc qui tient la route. Si tu rentres du caca, t'obtiens du caca. Ouais, 100%. Donc c'est juste comme une loupe grossissante sur si tu rentres du caca, t'obtiens du gros caca, du très 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 gros caca. Moi j'ai réussi à me faire coacher par ChatGPT, mais efficacement en plus, moi un truc bien. Ah mais moi aussi, mais je me demande des fois, hein, je me fais coacher aussi par ChatGPT. Je lui dis moi, à la manière du docteur Wendy Rhodes dans la série Billions, tu es moitié psy clinique, moitié coach en performance. Je suis, et ensuite je donne tout mon contexte,
aide-moi à détricoter ce truc-là. Ouais, Et ultra efficace. Ouais, je fais comme toi, c'est-à-dire que, alors je lui dis, aujourd'hui, tu es David Laroche, tu es un expert avec 25 ans d'expérience, tu vois, je vais chercher en fait le type de coach dont j'ai besoin par rapport à... Ouais. J'ai jamais essayé, d'ailleurs, faudrait que je lui demande, tu es Jérémy Coleman, j'ai jamais tenté pour voir si tu Je connais. sais pas si j'ai assez de contenu public sur Internet. Je sais pas. Depuis assez longtemps. Je vais le tester, ça va être rigolo. Voilà. Mais tu vois, j'aime aller chercher moi des typologies de coach avec des typologies de questions, genre tu es Simon Sinek, parce que je sais qu'il va aller plutôt sur voilà. Mais ça veut dire qu'il y a une grosse connaissance en amont du marché. Où tu vois, je lui ai rentré des modèles disques, des modèles de typologie de personnalité. Donc je me suis créé des avatars en lui disant alors toi tu es Daisy, tu es mon assistante, tu es de telle couleur. Voilà ton profil disque, il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, et je m'en sers. Hein. Donc, je reprends mon prompt. Par exemple, j'ai un message auquel je ne sais pas répondre sur mes réseaux parce qu'il est hyper agressif ou qui me déstabilise. Pas de problème, j'ai Daisy. C'est mon avatar sur ChatGPT, mais que j'ai prompté des années pour que... parfois, je suis vraiment bluffée par la réponse. Nous, on s'en est servi, moins maintenant, tu vois, mais pour former les équipes au SAV et au support. Ah, mais c'est top. Parce que ça peut t'analyser des conversations très très vite, sortir des trucs très très clean. Et en fait, les équipes l'ont utilisé, tu vois, pour faire 1, 2, 3, 4, 5 messages types. Et maintenant, ils ont compris le principe et peuvent le réappliquer. Et ils ont progressé grâce à ça, tu vois. Et ça fait gagner un temps fou. Et c'est dingue. Et tu sais qu'en parlant de ça, là, j'ai un client que j'accompagne. On s'est rendu compte qu'on avait, dans les études de satisfaction client, on a augmenté de plus de 21 ou 20, aux alentours de 21% le taux de satisfaction en mettant un chatbot. Ah non, c'est tellement contre-intuitif, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, c'est pas de la techno pour mettre de la techno, machin. C'est un chatbot c'est une société qui gère notamment les successions. Ok. Et donc, en fait, les collaborateurs faisaient rarement preuve d'empathie. C'était un peu mécanique. Le chatbot, en fait, on lui a intégré une dimension empathique. On est désolé pour ce qui se passe pour vous. On espère que vous allez bien, etc. Plus 21% de taux de satisfaction client. T'as une étude comme ça, si j'ai pas de bêtises, aux US sur ils ont fait en gros un étudiant en médecine ou un médecin, je me souviens plus, et une IA qui avait les mêmes infos. Le score d'empathie de l'IA était, je crois, 3 fois supérieur au médecin. Ouais, mais forcément, le médecin, c'est un humain, en fait. Quand le 28e patient sénile lui a jeté du caca dessus, l'empathie, à un moment, tu vois, c'est la relation client, mais c'est exactement... Et l'IA, elle s'en fout, en fait. C'est exactement le cas de mon client, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que service de relation client, il y a un moment, t'es obligé de te blinder parce que t'entends tous les jours des gens qui te racontent des trucs horribles, tu vois. Et là, l'IA, tout va bien. Donc, c'est pareil. Moi, je suis ultra fan de tech. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été dans des box de DSI, etc. Je crois pas du tout qu'il y a une opposition entre l'humain et la tech. C'est-à-dire qu'il y a la mauvaise tech, elle enlève l'humain. Mais la bonne tech, elle augmente l'humain parce qu'elle est promptée et designée par des humains. Tu vois, exemple, pour ce client, ils avaient mis en place de la tech, mais ils avaient mis en place, tu sais, des systèmes de répondeurs pour des personnes âgées, des deuils et tout. T'imagines bien, nous, déjà, c'est galère quand t'as tapé 1, tapé 2, tapé 3. Mais quand t'as 80 ans, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas dire que t'as à la fois une politique sociétale pour avoir un impact sociétal et en même temps mettre ça avec des humains. Enfin, il y a un truc qui va pas. Donc, en fait, je leur ai fait péter la totalité de leurs services répondeurs et tout. Ils étaient hyper contents. Ils me disaient, ouais, on a automatisé plein de trucs. Ouais, t'as désintermédié l'humain, mais quelle connerie. C'est pas ça qu'on va désintermédier. C'est tous les processus où l'humain est pas bon ou qui apportent de la valeur ajoutée, tu vois. Et en fait, avec ça, on est dans la croissance et dans une autre type de performance. Et on en a encore beaucoup plus de performance. Mais simplement, on n'a pas essayé de faire des petites économies environ des gens, tu vois. Tout à fait. Je me suis éloignée, mais... Non, mais c'est hyper intéressant. T'inquiète pas, je t'avais dit dès le début que ce serait décousu, que ce serait une conversation. Une vraie conversation se passerait aussi comme ça. T'arrives jamais où tu voulais. Et c'est ça qui est bien. Quelqu'un qui aurait aujourd'hui des compétences de coaching, de conseil, etc. et qui voudrait se diriger vers le même genre de métier que toi tu fais, comment est-ce qu'il devrait faire? À part passer 25 ans dans les COMEX, les jobs d'exécutive, des boards, etc. Comment t'approches ce type de patron, ce type d'entreprise
si tu te dis que tu te sens appelé de travailler avec des gens comme ça? Je ne les approche pas si tu n'as pas vécu ce que c'était. Ouais, ok. Enfin, en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc, tu peux être très bon dans ton métier de coach, tu vas pouvoir coacher un dirigeant sans avoir jamais été dirigeant, mais tu vas pas pouvoir comprendre son niveau de stress, son niveau de responsabilité. Tu vas pas pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment dans ses pompes. Donc tu vas pouvoir lui donner des bonnes questions, etc. Mais tu vas pas pouvoir être son conseiller. Ou tu vois, c'est parce que tu l'as vécu. Je pense que là où on est bon, j'avais un de mes coachs quand je me suis formée il y a longtemps qui disait en fait t'es irrésistible quand t'es à la fois un très bon coach et que tu connais très très bien le contexte dans lequel tu évolues. Ouais. Je crois vraiment à ça. Donc je pense qu'il y a des très bons coachs exec qui n'ont jamais été coachs, mais ils resteront coachs exec. C'est-à-dire, tu vois, parce que il faut quand même comprendre que le vent, il souffle très, 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 très fort à ces niveaux-là. Et que donc, il suffit pas de dire, faut que tu prennes soin de toi. On aimerait bien si on savait faire, tu vois. Donc, il y a aussi une question de comprendre et de pas être complètement hors sujet. J'ai, à une autre échelle, mais j'ai vécu ça. Quand il y a quelques années, j'avais pas encore monté une boîte de la taille de KP et que je faisais déjà du consulting marketing. Et j'avais des copains qui avaient des boîtes qui ont pris la taille de ce que la mienne a aujourd'hui. Et je me souviens des conseils que je leur donnais et qui me paraissaient, moi, hyper brillants, en fait. Et je trouvais qu'ils étaient cons de pas les appliquer. Et aujourd'hui, je marchais avec leurs chaussures et je me dis, putain, qu'est-ce que j'étais arrogant. Et qu'est-ce que j'avais tort. Et qu'est-ce que je voyais pas des points de détail que tu peux pas comprendre et assimiler tant que tu les as pas vécu, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand on dit de ces patrons-là, oui, mais il faudrait qu'ils soient alignés plus à leurs valeurs, qu'ils prennent plus soin d'eux, qu'ils prennent plus soin de leurs salariés. Enfin, mais quelle connerie! Mais mets-toi à leur place, tu vas voir le niveau de responsabilité et tu vas comprendre que c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que parfois c'est pas la priorité et qu'ils éteignent des feux et que, tu vois. C'est ça. C'est complètement hors sujet, en fait. Et ce truc de liberté aussi. Alors ça, j'adore. Ça fait partie des grands thèmes que j'adore. Non, mais il faut te sentir plus libre. Oui, bien sûr. Je suis intimement persuadée qu'on peut tout avoir et qu'on peut même avoir une grande liberté à ces postes-là. Mais pas de cette façon simpliste de voir le monde. C'est pas sans travail, sur un coup de tête. Ça se structure. C'est ça. C'est ça. La liberté se crée. C'est exactement pas en 3 semaines, quoi. C'est ça. Moi, aujourd'hui, j'avoue que j'ai une certaine liberté. Mais bon, j'ai bossé 25 ans sans en avoir aucune pour commencer à en avoir. Enfin, pas sans en avoir aucune, mais tu vois, je me suis créé des espaces. Mais réellement, c'est une suite de mindset, de confiance, de réalisation, de plantage aussi. J'ai pas eu que des réussites, loin de là. Et j'ai encore pas que des réussites, loin de là. Il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas. J'ai pris un mois et demi off à la naissance de mon fils et il y a plein de gens qui m'ont dit ah, c'est quand même vachement bien que tu puisses faire ça. Que je puisse faire ça. 6 mois de structuration, de renoncer à la croissance, de charges supplémentaires de tous les côtés pour préparer ce départ-là et une équipe extraordinaire et bien formée et malgré ça, il y a quand même eu des couacs. J'ai pas pu faire ça, j'ai créé ça. Et si à mon échelle, c'était si compliqué, j'ose même pas imaginer ces espèces d'évidences qu'on balance à des gens qui gèrent 500 personnes. Ouais. Et alors, ça joue sur... moi, je mets ce terme de... Je leur dis souvent, d'ailleurs, aux dirigeants que j'accompagne, c'est... Il faut que tu passes de entrepreneur, patron, à dirigeant. Derrière les mots, en fait, c'est plus de la micro-délégation. Donc, d'où l'importance d'avoir un corps dirigeant. Parce que c'est ça qui va te sauver, en fait. C'est cette solidité qui fait que si toi, tu vas moins bien, ou si l'un de tes membres du COMEX ou du CODIR vont moins bien, ça va tenir quand même. Donc, c'est toute cette solidité-là qui doit descendre au niveau de TN-1 et TN-2. Et là, tu commences à avoir des fondations qui sont stables. Néanmoins, c'est jamais totalement stable. Tu as toujours des gens qui bougent, tu vois. Mais c'est passé d'une logique où tu veux tout contrôler, ce que j'appelle le micromanagement, à une logique de délégation. Parce que moi, donc, dans ce que j'ai expérimenté, après, je sais pas dire, parce que j'ai pas expérimenté, moi, j'ai expérimenté de 1 à 600 personnes. En tant que salariée, dirigeante, et j'ai expérimenté de 1 à 120 salariés, en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est mes expérimentations.
très différent déjà. C'est-à-dire que 600 personnes en tant que salarié, beaucoup moins difficile que 120 personnes en tant qu'entrepreneur, déjà. Mais dans les 600 personnes, en vrai, tu les vois pas les 600, surtout qu'ils étaient dispatchés à l'époque sur la totalité de la planète, sur tous les fuseaux horaires. Donc en vrai, ce que tu vois, toi, c'était 10, 20 premiers et en dessous. Qui génèrent et les résultats et qui génèrent les résultats des 600 autres et dont tu es responsable parce qu'à la fin tu portes le chiffre d'affaires de ta business unit sur 600 personnes, il y en a même certains tu les as jamais vus, tu les verras jamais. D'accord. Donc c'est aussi il y a eu un moment où ça m'a demandé un lâcher prise de je pose les fondations, puis je suis pas en train de mesurer qu'est-ce qui va sortir. Je sais que si je pose ça, il sort à peu près ça. Mais tu peux pas contrôler les 600 au bout. Et pourtant, ton résultat, il est sur ces 600-là. Tu vois, donc il y a des tailles d'échelle d'entreprise. Je me suis amusée à modéliser les types de leadership avec les types de tailles d'échelle d'entreprise, le type de management qu'il faut et le type de personnalité. C'est une matrice multidimensionnelle, comme je fais toujours. Et en fait, tu vois, j'estime que t'as des steps. T'as 50, 100, 500, 1000. Après, c'est plutôt 5-6 000. Bon, puis après, c'est pareil. Ok. Tu vois. Mais en fait, c'est à chaque fois ce qui t'emmène au step d'après, c'est ce que tu vas devoir déconstruire pour passer au step d'après. Transcender et inclure. C'est ça. Et donc, à chaque fois, c'est pour ça que je parle toujours de grosse mindset, parce qu'en fait, tout ce qui t'a permis d'arriver à un premier niveau, c'est ce que tu vas devoir déconstruire pour passer au niveau d'après. Toujours. Du 0 à 50, tu verrouilles tout. Ouais. C'est normal, parce qu'autrement, ton identité, ta structure, elle n'est pas posée. C'est pas là où je suis la meilleure. C'est pour ça que moi, je commence plutôt après. C'est pour ça que je commence plutôt à 2 millions. Parce que, en fait, je suis partie, moi, de 600. Puis, tu vois, j'ai diminué. Donc, j'ai fait l'exercice un peu dans le sens. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Et après, en fait, à partir de 100, tu peux plus... T'es obligé de devenir un dirigeant. Autrement, ta boîte, elle tient pas et tu peux pas passer les phases de croissance. Et à 500, il faut lâcher carrément le bébé entreprise. C'est même toi qui décides des projets et des directions. Enfin, tu donnes une grande vision et débrouillez-vous, quoi. C'est ça, exactement. Mais par contre, tu restes aligné sur cette vision. Tu la pilotes, tu deviens un leader de marché, en fait. C'est vraiment des... Et donc, c'est aussi des personnalités différentes. C'est-à-dire que tu peux être super fort pour sortir de terre un truc jusqu'à 50 ou 100. Et ensuite, il va falloir changer ton identité ou te faire entourer d'un DG, d'un board qui sont pas toi. Ouais, bien sûr. Tu vas devenir PDG de ton entreprise. Mais c'est aussi un renoncement. Donc, voilà. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, en passage à l'échelle, le plus que j'ai été, c'est de... Donc, en passage à l'échelle de produits, je parle. Le plus gros que j'ai fait, c'est 6,5 millions. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, je suis partie de 0 à 6,5 millions. Donc, j'ai cette expérience. Pour ça que j'ai une vision, je me positionne là où j'ai expérimenté, si tu veux. Je pourrais me positionner ailleurs, mais j'aime aller dans ce que j'ai compris de l'intérieur. Parce que du coup, j'ai pu le modéliser de l'intérieur et pas juste sur les yaka faucons. Je comprends. Est-ce que il y a des choses que tu as observées chez les grands dirigeants que tu as accompagnés, ou tu accompagnes encore, et qui pourraient être utiles à des personnes qui sont plus débutantes? C'est toujours la même chose, en fait. Ils ont une capacité de remise en question qui est incroyable. Quand je dis capacité de remise en question, ils sont... Et je me retrouve là-dedans, hein. Je suis comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de confiance en eux qui est un chouïa inférieur à la majorité des gens. Ce qui est pas du tout... C'est pas intuitif. C'est pas intuitif. Et un niveau de conscience et d'envie d'apprendre et de vision, etc., qui est largement supérieur à la majorité des gens. Qui fait qu'en fait, ils sont jamais en train de se dire « je sais ». Ils sont toujours en train de se dire « je sais que je sais pas ». Je sais que je sais là. Je sais que je sais, mais comment je fais pour rester efficace, etc., sur l'étape d'après? Comment je fais pour m'améliorer? Tu vois, il y a toujours ce truc de s'améliorer en continu, et c'est pas quelque chose dans lequel ils se forcent. Ils sont câblés comme ça. Mais parce que aussi, ils ont pas ce niveau d'assertivité de « ouais, moi je suis le patron, tout va bien, regarde, ça tourne depuis 20 ans, me fais pas chier ». Ça, c'est parce que ceux-là, ils se prennent le mur parce qu'ils voient pas arriver le mur. Ouais.
Donc, confiance en soi un peu inférieure à la moyenne, donc remise en question permanente, être capable d'apprendre des autres et une grande vision. Et une grande vision. Ils ont pas forcément tous une grande vision. Par contre, ils viennent chercher des gens qui l'ont. C'est pour ça qu'ils viennent me chercher moi. Parce que, par contre, moi, j'en ai plein. Alors, j'ai des grandes visions, ça, c'est mon truc. Je sais construire des grandes visions. Et surtout, je dis toujours, j'adore bâtir des cathédrales. Et j'adore travailler avec les bâtisseurs. C'est-à-dire qu'on a une grande vision, puis après, on la fait sortir de terre. Parce que moi, juste une grande vision, ça s'appelle une utopie. Hein. Ouais. Donc, c'est pas ma came du tout. Tu vois, je pense qu'on a besoin de vrais bâtisseurs, quoi. Et la cathédrale, tu la montes pas. C'est long, une cathédrale. Tu montes les étages, tu montes les fondations, les briques et tout. D'où les 4 à 5 ans. Ouais, 4 à 5 ans, et encore dans l'industrie, on est plus sur 10 ans, tu vois. Ouais. Ça dépend des métiers. Métiers de service, on peut être à 3 ans. Sur des métiers industriels, tu fais des pivots en 10-15 ans. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je t'ai pas posée? Ah, j'adore cette question. Quand on la pose, c'est l'enfer, je sais jamais quoi dire. Ouais. Alors attends, je suis en train d'essayer de la formuler. Ça va rien avoir avec la choucroute, mais ça a tout à voir. Et le plaisir là-dedans. Et le plaisir là-dedans, en fait, je pense que c'est la clé. Ouais. Tu sais, il y a un KPI qui m'a interpellée ces dernières semaines, c'est que tu as plus de 50%. En 2023, tu as plus de 50% des PME et petites ETI, donc en dessous de grosso modo 500 000 personnes, qui ont fermé. Fermeture volontaire. Ouais. D'accord ? Donc il y a des études qui sont ultra bien faites qui expliquent la fatigue des dirigeants, en particulier des dirigeants français. Le fait de ne plus prendre de plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est pas une question de résultat. C'est pour ça que pour moi, le KPI juste seul résultat, il est pas pérenne. Il est nécessaire, mais pas pérenne. Est-ce que tu t'amuses encore, quoi? Est-ce que tu t'amuses? Plus de 50% en croissance par rapport à 2022 de boîtes qui font une cessation volontaire. C'est énorme. Pour des dirigeants qui disent « j'en peux plus ». Incertitude, taxes, je dois être le papa et la maman de mes employés qui veulent tout, travailler à distance, pas être payé, être libre, voilà. J'en peux plus. Toute chose extraordinaire que tu fais devient la norme de toute façon. C'est ça. Donc le jour où tu la fais pas, tu te fais allumer. Ouais. Et qui veulent devenir juste solopreneurs. Parce qu'ils en peuvent plus de gérer des gens. Et ils en peuvent plus de gérer des taxes. Et ça, tu vois, moi, à la fois, je le comprends tout à fait. Parce que je le comprends tout à fait. Ouais. Et en même temps, il y a une partie de moi qui fait « ah, mais non. En fait, faites-vous accompagner, là, les gars. Faites-vous accompagner, parce qu'on peut trouver ce truc-là. Vous êtes pas loin. Vous avez créé tellement de choses, déjà. C'est con de lâcher ça. Il y a sûrement quelque chose à restructurer, à changer, pour que ça soit moins lourd. Mais du coup, ce qui fait qu'on tient, c'est qu'on s'éclate. Si on prend pas de plaisir... J'en vois énormément sur Internet, moi. Dans mes métiers, vraiment très spécifiquement, tu vois. Qui montent des grosses machines, de plus en plus grosses, de plus en plus grosses. Donc vraiment en plus des cash eating monsters, quoi. Et qui à un moment plaquent tout et vantent le soloprenariat. Et ça m'inquiète un peu pour le message que ça passe aux gens qui arrivent sur le marché. Parce que c'est facile de dire ouais, solo business quand t'as 4 millions d'abonnés YouTube, quand t'as 25 millions placés sur un compte, ou quand de toute façon t'as des compétences qui font que même avec ton solo business, tu vas faire 1,5 million tout seul en bossant 1 heure par jour. Et tu dis à des gens qui viennent de se lancer et qui ont tout à bâtir, ouais, le but c'est de se reposer. Ouais, mais si tout le monde pense comme ça, on crée quoi sur Terre en fait? Il reste quoi? Mais c'est complètement ça. Du coup, c'est pour ça que je disais en démarrage, j'aime les métiers qui créent des choses concrètes dans la vraie vie. Ça m'empêche pas d'aimer la tech et plein d'autres choses, mais j'ai du respect et de l'admiration pour ces patrons-là, particulièrement parce que c'est grâce à eux que tu refais ta maison, enfin tu vois, c'est grâce à eux qu'on a des choses concrètes dans la vie de tous les jours. S'il y avait que des ghostwriters LinkedIn, j'aimerais bien savoir ce qu'on boufferait. C'est ça, on boufferait quoi? Oui, d'ailleurs, j'ai aussi en ce moment un exploitant agricole, grosse exploitation, mais j'adore. C'est dur en plus pour eux. Mais c'est ultra dur, mais c'est ultra intéressant en fait d'aller travailler sur ces types de métiers. Et donc, pour construire ce genre de choses, effectivement, t'es obligé de savoir manager. Et moi, je l'analyse aussi, cette perte de plaisir, comme finalement, t'as des gens qui sont brillants dans leur métier,
l'exemple que tu donnes. Donc, ils développent un truc très fort sur leur métier de marketing, de ghostwriting, de tout ce que tu veux, de coaching. Mais en fait, c'est pas des managers. Ils ont un ego comme ça. Et donc, au lieu de se remettre en question en tant que manager et se dire « Ah merde, en fait, mon problème, c'est moi. C'est pas que je prends plus de plaisir parce que c'est trop lourd, parce que ma machine à catch, parce que moi, je sais pas manager. Parce que moi, je fais du micromanagement. Parce que moi, je crois que je manage, mais en fait, je fais de la délégation de tâches. Ça s'appelle pas du management. Parce que j'ai pas de vision, que j'embarque personne. Donc, ça devient très lourd parce que du coup, ça devient... Je fais exécuter des tâches toute la journée. Ça, c'est... Il y a rien de plus épuisant. Mais en fait, le sujet, c'est que t'as pas... Juste, j'ai envie de dire, gars, t'as pas de management, tu sais pas manager, t'as aucun leadership. C'est pas une question de taille d'entreprise, c'est une question de toi. Va travailler ton leadership, va travailler ton management, va travailler ta vision strat, tu vas voir, ça va s'alléger. Morale de l'histoire, apprenez à recruter, manager, déléguer, et c'est pas la même chose. Non. Et avoir du leadership, c'est-à-dire trouver cet espace de plaisir dans quelque chose de complexe. Parce que pour moi, c'est ça le leadership. Mandela, quand il était en prison, et pourtant il était ultra libre. Donc, tu vois, enfin, je prends cette image parce que finalement, se sentir enfermé dans une entreprise, et ça m'est arrivé aussi, donc j'en parle d'autant plus tranquille qu'à 35 ans, j'avais l'impression d'être dans une prison dorée. En fait, après, soit tu laisses tout tomber, et il y a des moments où c'est un passage, en fait, soit tu te dis, ok, le problème, c'est moi, en fait, je me suis auto-enfermée dans la prison dorée. Comment je fais pour sortir de ça sans forcément péter tout mon modèle, de quoi j'ai besoin, puis ça revient à quel genre de leadership j'ai et avoir une entreprise qui est alignée sur mon type de leadership et pas sur juste une machine à cash. Tout à fait. Pour ceux qui voudraient aller plus loin avec ça, où est-ce qu'ils te retrouvent s'ils veulent en apprendre plus sur ton travail, mieux comprendre ce que tu fais, lire ce que tu partages, c'est où l'endroit privilégié pour te retrouver? Donc mon site, leadersforagoodplanet.com, LinkedIn, où j'ai beaucoup de vidéos, j'ai une chaîne YouTube aussi, mais sur mon site, il y a tous les liens vers tout, y compris vers mon dernier livre, qui s'appelle La Nouvelle Élite, les nouveaux modèles de leadership à impact, sur lequel je détaille ces modèles-là. Voilà. Très bien, on mettra tous les liens en dessous de cet échange. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est pareil. Et à très vite. À très vite. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants, Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.